Asma Shakir Alaoui, bonjour. Tu es la cofondatrice de Véli Vélo, une start-up de services de vélo électrique nouvelle génération que vous proposez en location aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. Asma, je suis ravi de te recevoir dans Naïdatech. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement et présenter l'activité de Véli Vélo? Bien sûr. Merci en tout cas de m'avoir convié à ce petit interview. Je suis honorée et enchantée de faire part de mon expérience et de celle de Véli Vélo. Écoute, comme tu l'as si bien dit, Véli Vélo est une solution de mobilité avec une vraie expertise sur le professionnel de la livraison. Ça, c'était dans un premier temps. Puis aujourd'hui, effectivement, on s'adresse au grand public et aux particuliers. Quand je dis que c'est une solution de mobilité, ça veut dire que Véli Vélo est à la fois le concepteur de ces vélos. Donc, on conçoit nos vélos et puis nous les mettons à disposition de nos clients via des formules de location longue durée qui comprend une formule du type all inclusive, la location du vélo, l'assurance vol, la maintenance, le vélo de courtoisie en cas de panne, l'utilisation de nos outils digitaux qu'on a développés en interne. D'accord, donc en fait, vous avez plusieurs activités, vous ciblez plusieurs marchés. On va en parler un peu plus tard dans la deuxième Ouais. partie. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les membres de l'équipe, les cofondateurs et un peu les rôles de chacun? Ouais. Alors, Véli Vélo, c'est 3 associés, Etmen, Jamil et moi. Etmen et Jamil sont d'anciens restaurateurs. Ils ont fait ça pendant 15 ans. Ils étaient franchisés d'une chaîne de restauration fast-food avec livraison de pizza à domicile, dont je ne citerai pas le nom, mais que tout le monde a reconnu. Donc, ils avaient 3 points de vente dans Franche banlieue de Paris, une 60aine d'employés, 50 livraisons par service, donc un rythme assez effréné de livraison. Et eux se sont rendus compte très rapidement que le véhicule qu'ils utilisaient pour leur livraison n'était pas adapté à leur métier. Et ce véhicule-là est le scooter thermique. Et le scooter thermique, c'est le véhicule le plus communément utilisé aujourd'hui dans cette activité. Et il n'est pas adapté pour de nombreuses raisons. C'est d'abord un véhicule qui est extrêmement coûteux. C'est un véhicule qui est accidentogène. Il génère énormément d'accidents sur la route. C'est un véhicule qui est également polluant. Polluant dans 2 sens, à la fois de la pollution sonore pour le voisinage et de la pollution d'émissions de CO2. Et c'est un véhicule qui devient de moins en moins adapté dans les agglomérations bondées. Qu'est-ce que je veux dire par performant? Aujourd'hui, le vélo électrique est plus rapide qu'un scooter dans une agglomération bondée. Pourquoi? Parce qu'on a des infrastructures qui sont dédiées au vélo, du type les pistes cyclables, les voies de bus, les rues qui sont limitées à 30 km/h qu'on peut prendre dans le sens inverse. En gros, un vélo aujourd'hui a une vitesse moyenne de 18 km/h versus 15 km/h pour le scooter. Donc, ils se sont dit, le candidat idéal pour le véhicule de livraison, ça serait le vélo. Encore faut-il qu'existe un vélo qui puisse répondre aux exigences du métier. Parce que mine de rien, un vélo pour un particulier, ce n'est pas un vélo pour un professionnel. Un vélo pour un professionnel, il doit répondre à certaines caractéristiques que n'a pas forcément un vélo pour un particulier. Je pense à l'autonomie de la batterie. Il faut que le vélo pour un professionnel ait suffisamment de batterie pour tenir le plus longtemps possible dans la journée. On ne peut pas dire à un livreur, un Glovo ou un Jumia ou peu importe, qu'au bout de 2 heures, il n'a pas de batterie et qu'il va arrêter son service. Véli Vélo a beaucoup travaillé sur l'autonomie de la batterie. L'autre caractéristique essentielle d'un vélo pour un professionnel, c'est sa robustesse et son confort. Il faut que le vélo soit à la fois robuste, solide et léger. Donc, on a travaillé sur un alliage de métal qui puisse permettre au vélo d'être à la fois robuste et léger. Il faut surtout que ce vélo requiert une maintenance facilitée. J'entends par là, c'est que c'est un vélo qui a suffisamment de techno, mais pas trop. C'est un vélo qu'on doit être capable de réparer vite et peu cher. Vous, je peux vous dire, votre vélo ne marche pas, prenez le bus, prenez le métro, prenez un autre outil de déplacement. Un livreur, c'est son outil de travail. Si je l'impute de son vélo, il ne peut plus travailler. Donc, tout ça, ce sont des caractéristiques qui sont essentielles à un vélo. Et toutes ces caractéristiques, Etmen et Jamil à l'époque,
n'avaient pas trouvé de vélo qui cochait toutes ces cases. Et ils se sont dit, bah, vu qu'il n'existe pas, on va le créer. Et du coup, il faut imaginer un peu, Esmail et Jamil à l'époque, c'était vraiment ça, de manière assez artisanale. Ils ont pris plein de pièces détachées, d'un vélo X, d'un vélo Y, et ils ont monté un vélo qui ressemblait à leur idéal de vélo pour livraison. Et au début, Asma, au début, le besoin était uniquement pour le... Chez eux. D'accord. Leur besoin, c'était pour leur pizzeria, il fallait que Avoir ça des fonctionne. vélos performants. Exactement. Et donc, ça a très bien marché chez eux. Ils ont dit, bah, si ça a marché chez nous, bah, ça marchera chez les autres. Et proposons ça à tous ceux qui font le même métier que nous. Et c'est là où on s'est rencontrés, Jamil Esmen et moi. Moi, je suis une ancienne auditrice financière. J'ai passé 10 ans chez EY. J'ai une vraie spécialité start-up. J'ai accompagné un certain nombre d'entre elles, du type Vestiaire Collectif, Blablacar, Mythique, Deezer, etc. Et on est venu mettre en commun nos compétences, Esmen et Jamil, des vrais pros du terrain et des spécialistes de la livraison à domicile. Et puis moi, plus avec une casquette managériale, financière. Et on a mis en accordéon toutes nos compétences. Et c'est comme ça qu'est né Véli Vélo en 2017. D'accord, très bien. Et donc, vous développez ce vélo-là. J'imagine que vous faites appel à des prestataires en Chine. Comment s'est passée cette étape justement pour fabriquer le vélo idéal? Est-ce Ouais. que ça a coûté très cher? Est-ce que les démarches sont compliquées? Alors, très bonne question. Au tout début, Véli Vélo, c'était un agrégat de pièces détachées existantes. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On avait un cahier des charges. Et comme les vélos étaient utilisés dans les restaurants de Esmen et Jamil, on avait des remontées terrain. Et on arrivait à affiner au fur et à mesure ce cahier des charges. En se disant, bon, ben, ce frein, il n'a pas vraiment fonctionné. On va plutôt utiliser cette marque. Il faut plutôt cette motorisation. Il faut plutôt un cadre comme ça, comme ça. Et du coup, on a monté un cahier des charges. Et ce cahier des charges, on l'a adressé à des constructeurs existants européens. Et on leur disait, voilà, nous, on veut un vélo qui ressemble à ça et qui a telle caractéristique. À eux, après, de répondre oui ou non, s'ils pouvaient cocher les cases. Et les cases qu'ils ne cochaient pas, nous, on le faisait en interne, en atelier. On venait rafistoler une fin d'assemblage chez nous. Donc ça, c'était la première vie de Véli Vélo jusqu'à il y a à peu près 9 mois. Et on a arrêté de faire ça pour 2 raisons. La première raison, c'est une question de propriété intellectuelle. On n'était pas du tout confortable de partager notre cahier des charges avec des constructeurs. On n'était pas à l'abri qu'on reprenne notre cahier des charges. Et aussi, on avait créé une certaine dépendance en termes de stock et de chaîne de production. Et on ne voulait plus avoir cette liaison, cette relation de dépendance. Donc, on a décidé d'aller faire nos vélos nous-mêmes. Et on a sourcé nous-mêmes nos vélos, donc, qui sont aujourd'hui des vélos made by Véli Vélo. Donc, c'est des vélos qui sont conçus et produits par Véli Vélo, en Asie, effectivement. Alors, je précise uniquement que la casquette Asie, dans le monde du cycle, n'est pas synonyme de low cost. Parce que dans le monde du cycle, tout ce qui est motorisation, les plus grandes marques, Bafang, Shimano, c'est des marques asiatiques et c'est plutôt gage de qualité que gage de non-qualité. Ça, c'est un point intéressant. Oui, c'est un point intéressant sur, Asma, sur la partie propriété intellectuelle. Ce que tu nous expliques, c'est que au départ, vous aviez donc votre vélo était conçu en prenant des pièces chez des fabricants. Et donc ça, en fait, ça pose un problème, c'est que quand vous partagez votre cahier de charges, bah, ces fabricants ne travaillent pas qu'avec Véli Vélo, donc ils vont travailler avec d'autres marques ou d'autres startups. Et du coup, il y a un risque là-dessus. Et donc, pour régler ce problème-là, en fait, vous allez aller vous-même fabriquer votre vélo tout entier, mais vous travaillez quand même avec des sous-traitants. Alors, comment cette partie propriété intellectuelle, vous la sécurisez? Parce que vous allez forcément, vous n'avez pas d'usine pour fabriquer des vélos. Donc, comment vous sécurisez cette partie-là, concrètement? Alors, on a déposé notre cahier des charges dont on a acquis la propriété intellectuelle. On a déposé la marque en produits et en services, donc la marque Véli Vélo et l'ensemble de notre gamme. Donc, les 3 vélos qu'on a aujourd'hui qui sont disponibles ont été déposés en marque et en service et en design.
Pour nous protéger aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller sourcer des pièces détachées chez des fabricants et on va demander à une usine d'assemblage d'assembler ces pièces détachées. Et c'est comme ça qu'on se prémunit parce que l'usine d'assemblage, nous, on est donneur d'ordre. C'est merci d'assembler telle et telle pièce de telle et telle manière. Et puis, on va aller chercher les freins, on va aller les sourcer chez telle marque, la batterie chez telle marque, etc. Donc, l'intelligence, en fait, ou la technicité, elle est un peu sur différents niveaux et sur différents sourcings et donc celui qui vous fabrique ou qui vous assemble le vélo ne détient pas de propriété enfin, il peut pas répliquer la technologie en fait, finalement. Alors, supposons même qu'il la réplique, parce qu'en réalité, on peut se protéger comme on veut. Si quelqu'un prend mon vélo dans la rue, le décortique, il peut remettre sur un papier en disant bah, le vélo Vélo, c'est tel frein, telle batterie, etc. Néanmoins, Vélo, c'est un cahier des charges qui est évolutif. C'est-à-dire que nous, nos vélos, aujourd'hui, ils ressemblent à ça, mais demain, il ne ressemblera probablement pas à ça. Pourquoi ? Parce que comme ils sont mis en location et que c'est nous qui gérons la maintenance et la réparation, on est capable de savoir comment on peut améliorer notre vélo. Si vous regardez notre vélo aujourd'hui, il ne ressemble pas à celui qu'on avait il y a 6 mois. On a rajouté d'autres technologies. Typiquement, aujourd'hui, on a des vélos qui sont connectés. Nos vélos sont tous traqués, un tracker GPS. On est capable de les retrouver et de savoir où ils sont. Nos vélos sont dotés d'une alarme. Donc, quand vous descendez de votre vélo, vous le fermez. S'il y a quelqu'un qui veut voler le vélo, il va commencer à faire un son assez assourdissant. Et puis, on va venir au fur et à mesure y apporter des améliorations ou peut-être des mauvais choix. On a peut-être fait des mauvais choix auparavant et aujourd'hui, on se dit, bon, bah, en fait, non, on a fait un choix sur tel pneu, il faudrait peut-être qu'on prenne un autre pneu, etc. Et c'est ça qui fait le vrai frein d'entrée sur le marché, c'est que notre cahier des charges, on est les seuls à savoir comment le faire évoluer. Parce que si vous n'êtes pas dans le métier et que vous n'êtes pas dans l'opérationnel, vous ne saurez pas le faire. Donc, finalement, la meilleure protection, c'est cette avance technologique et le fait que vous sortez des innovations tout le temps et que vous vous développez très rapidement. Donc, c'est ça qui fait que la barrière d'entrée est difficile et que les gens qui veulent copier, bah, ils vont peut-être vous copier, mais dans 6 mois, vous serez déjà très en avance par rapport à eux. Asma, c'est très clair. Asma, moi, je voulais parler avec toi du marché et du business model de Vélo, parce que j'ai lu un petit peu quelques articles sur vous et c'est vrai que la première idée que j'ai en tête, c'est que vous avez plusieurs business models, plusieurs marchés cibles, plusieurs business models, les particuliers, les professionnels, la restauration et bientôt les artisans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours à la recherche d'un business model unique? Est-ce que vous le cherchez ou vous êtes à l'aise d'avoir plusieurs business models sur plusieurs marchés? Ou est-ce que voilà, votre objectif, c'est de se développer sur plusieurs marchés en même temps? Alors, je vais répondre à ta question assez simplement. Nous, notre premier applicatif et notre première légitimité, c'est le vélo de livraison. Parce qu'on connaît le marché, que Cushman et Jamil sont des opérationnels qui savent adresser ce marché, qui parlent le même langage que les clients parce qu'ils ont fait ce métier comme eux il y a quelques années. Et c'est là où nous, on a notre légitimité. On se dit effectivement, Vélo, au-delà d'un produit, c'est également un service. Et nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est on connaît votre métier, il est prenant, occupez-vous de votre métier et tout ce qui va être de la logistique du vélo, ça va être notre problématique. Et puis, on s'est vite rendu compte que le métier de la restauration était le métier le plus difficile à adresser. Pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs de délai, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable, le livreur doit livrer dans un délai de 30 minutes, etc. C'est un métier compliqué, il faut que le vélo soit robuste. Enfin, il y a plein de caractéristiques qui font que c'est un peu le marché le plus compliqué à adresser. Et puis, j'ai envie de dire, une fois qu'on l'a adressé, ce marché, qu'est-ce qui nous empêche de ne pas adresser le reste? Si je fais un vélo pour un professionnel, qui est le plus compliqué, eh bien, je sais faire un vélo pour un particulier. Quelqu'un qui fait 6 heures sur un vélo pour livrer a besoin de caractéristiques bien plus compliquées qu'un particulier qui va faire du trajet domicile-travail. Et c'est surtout qu'on s'est rendu compte des vertus du vélo, pas que pour la livraison. Nous, si vous voulez,
notre premier objectif, c'est de pouvoir équiper tous les professionnels ou particuliers dans le cadre de leur déplacement professionnel qui ont besoin de se déplacer via une mobilité douce et efficace. D'accord ? Des mêmes problématiques. La problématique commune à tous ces métiers-là, artisans, infirmières libérales, etc., c'est quoi leur problématique? C'est pouvoir se déplacer avec du poids et du volume. Que ce soit de la food, que ce soit du petit colis, que ce soit du matériel pour infirmière, que ce soit du matériel pour un artisan plombier, on est exactement sur le même besoin, c'est-à-dire un vélo qui puisse transporter du poids et du volume et qui soit performant. D'accord. C'est sûr, Asma, c'est sûr que vous l'avez déjà prouvé, hein, que vous êtes capable d'adresser plusieurs marchés. Mais moi, mon point, c'est sur l'image ou l'image de marque de Vélo. Généralement, les gens identifient une marque, une start-up à un seul produit ou un seul besoin. Les gens sont faits comme ça. Et du coup, on dit, par exemple, Vélo, c'est ça, c'est la livraison pour la restauration. Blablacar, c'est ça. Uber, c'est la livraison voilà, de repas. Et justement, moi, ma question, c'est, vous n'avez pas peur que dans l'esprit des gens, il n'y ait pas cette association de Vélo à un produit unique ou un service unique, justement? Alors, si, alors Vélo, c'est le leaser. On est leaser d'abord. Avant tout, on est un leaser de vélo. D'accord. On lease du vélo pour des professionnels. Donc, on est un leaser de vélo pour les professionnels. Très bien. Ça, c'est notre métier. Et les professionnels peuvent avoir plusieurs activités. Mais quand vous dites business model, je pense plutôt que vous voulez dire marché. Parce que le business model, c'est le même. Nous, on loue nos vélos sur 12, 24 ou 36 mois. Donc, c'est de la LLD. Et le loue en ayant une casquette de bureau d'études. C'est oui, bonjour madame, vous êtes infirmière, ok, je comprends vos besoins, je vais vous adresser le bon vélo et moi, je suis un loueur. C'est ça mon vrai métier. Mon vrai business, c'est que je suis un loueur de vélo. Très bien. Ok, très bien. Je comprends très bien la question qui se pose souvent d'ailleurs. Ok, très très bien. Du coup, on va peut-être parler un petit peu justement de la livraison de la livraison de repas, de la restauration. Donc voilà, maintenant c'est clair, on sait très bien quel est votre principal marché. Est-ce que, parce que dans la restauration, bah, il y a les géants Deliveroo et Uber Eats, comment vous faites? Est-ce que finalement vous êtes obligé de travailler avec Deliveroo et ces grandes applications ou pas du tout? Le marché est encore le marché de la restauration. Il y a beaucoup de restaurants voilà, qui ne travaillent pas forcément avec Uber Eats ou Deliveroo. Il y a cette dépendance dans un avenir proche de travailler avec ces géants de la livraison? Alors, avant, il y a quelques années, non. Parce que les chaînes de restauration faisaient eux-mêmes leur livraison. Je pense notamment au Pizza Hut, au Domino's Pizza, au Planet Sushi, à la fois restaurateurs et donnent ce service et permettent à leurs clients d'être livrés chez eux. Et ensuite sont venus les acteurs de la smart food, de la food delivery, du type Uber Eats et Deliveroo. Alors, eux, ils s'adressent à tous les restaurateurs qui n'ont pas les moyens digitaux, les outils digitaux, de proposer de la livraison. Parce que pour faire de la livraison, ça veut dire qu'il faut avoir un site marchand. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que le restaurateur puisse permettre puisse vendre en ligne. Tous les restaurateurs ne sont pas dotés d'outils digitaux. Et Deliveroo et Uber Eats est venu démocratiser un peu tout ça aux livreurs en digitalisant un peu leur click and collect et la livraison de leurs repas. La crise qu'on a connue aujourd'hui démontre encore plus que ces restaurateurs, ont besoin de Deliveroo et Uber Eats. Parce qu'aujourd'hui, les restaurants sont fermés, ils n'accueillent plus personne. Pour continuer à garder un chiffre d'affaires plus ou moins décent, ils sont obligés de faire du click and collect à emporter et de la livraison. Mais pour faire tout ça, ça veut dire un investissement. Investir dans un site Internet, investir dans du matériel pour livrer également, parce que livrer n'est pas… C'est quand même un process compliqué. Et puis, en temps de crise, ils ont perdu beaucoup de chiffre d'affaires, leur demander d'investir dans des outils digitaux
et dans du matériel pour livrer, c'est un peu compliqué. Donc, la solution de facilité, c'est d'aller se diriger vers les plateformes de livraison. Donc, effectivement, aujourd'hui, ces deux acteurs, ou ces plusieurs acteurs, parce qu'il n'y a pas que des Uber Eats, sont un peu indispensables, incontournables, je dirais, dans le monde de la livraison du repas à domicile, c'est certain. Et donc, est-ce que justement, Vélo, l'objectif, c'est d'avoir un client qui s'appelle Uber Eats Oui, bah c'est le cas aujourd'hui. Nous, on est partenaire de Uber Eats de Deliveroo. On a gagné l'appel d'offres de Just Eat. Donc, tous les vélos de Just Eat sont des vélos Vélo. D'ailleurs, on a sorti pour Just Eat un vélo complètement orange qui s'intègre à leur marque, brandé de leur couleur et à leur image. On travaille avec les chaînes du type Domino's Pizza et Pizza Hut. Donc, effectivement, nous, notre objectif, c'est de devenir l'équipementier de ces grandes enseignes. D'accord, très bien. Et ça parce que sur Uber Eats et Deliveroo, je pense que les livreurs c'est les livreurs qui choisissent leur moyen de transport, j'imagine. Et donc, Exactement. Aujourd'hui, ouais, exactement. je t'en prie, tu voulais? Aujourd'hui, il y a deux modèles différents. Il y a les modèles des plateformes du type Uber Eats, Deliveroo. Effectivement, c'est une plateforme de mise en relation entre un restaurateur et un client final. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle les statuts de micro-entreprise ou auto-entrepreneur. Et effectivement, il n'y a pas de relation employeur-employé et l'entrepreneur est déjà libre de travailler sur les plateformes qu'il veut. Il n'y a pas d'exclusivité. Il peut travailler chez Deliveroo, Uber Eats, Frishti, peu importe. Et il peut s'équiper comme il veut. Alors, les plateformes essayent quand même de pousser à électrifier les outils de livraison. Et quand on dit que nous, on est partenaire de ces plateformes, ça ne veut pas dire que nos clients, c'est Deliveroo, Uber Eats. Ça veut dire que nos clients, ce sont les auto-entrepreneurs qui sont inscrits sur les plateformes. D'accord. Puis, on a un second modèle qui est en très forte croissance ces derniers mois, qui est le fait de salarier les livreurs. C'est ce qu'a fait Just Eat. Just Eat a annoncé plus de 4000 livreurs en CDI pour l'année qui arrive. Et donc, on va venir réintégrer la force de livraison en interne. Just Eat le fait, d'autres enseignes vont le faire et le font. Et là, effectivement, nos clients, ce seront ces enseignes qui, eux, vont donner cet équipement à leurs salariés. Très bien, ça c'est clair. Et du coup, pour les livreurs indépendants, comment vous essayez de les emborder ou de les faire justement travailler avec vous et leur fournir vos vélos en fait? Alors, on est intégré à l'app des plateformes, c'est-à-dire que quand c'est de nouvelles inscriptions, il y a une question qui est posée, c'est est-ce que vous êtes équipé ou pas déjà un vélo? Et si la réponse est non, ils sont donc redirigés chez nous. Donc, c'est une intégration à l'application des plateformes ou alors on est aussi référencé dans des blogs qui sont dédiés aux livreurs des plateformes avec à la fois des partenaires type vêtements de livraison, sacs de livraison, vélos, scooters électriques, etc. Donc, un peu comme une centrale d'achat où Deliveroo, Uber Eats et les autres plateformes vont donner à leurs livreurs l'accès à tous les partenariats qu'ils ont. Donc, c'est comme ça qu'on est un peu on emborde un peu les autres entreprises. D'accord, très bien. Très bien. On passe à la partie levée de fonds. Donc, vous avez dernièrement, enfin en 2020, fait une première levée de fonds de 600 000 euros en Ouais, seed. ça. Moi, ma question, On c'est précise. en pré-seed. En pré-seed. Alors, la question que je veux te poser, Asma, c'est alors à quoi a servi cette première levée de fonds? Et est-ce que vous êtes déjà dans la deuxième levée de fonds en seed parce que le marché est énorme. J'imagine que vous avez besoin de beaucoup de financement pour vous déployer. Où est-ce que vous en êtes sur ces éléments-là? Effectivement, on a fait une première levée en précis de 600 000 euros auprès de 3 acteurs, dont un que je remercie beaucoup, qui est un peu aussi connu probablement des auditeurs qui vont nous écouter, qui est Afri Mobility. Donc, c'est le programme 50 Sprints du groupe Aqua, du groupe Africa.
Donc, on fait partie de l'une de leurs promotions et ils ont participé à notre première levée de fonds. Et on est très content de les avoir avec nous parce qu'on a comme objectif de ramener notre INO et notre outil au Maroc et avoir Africa avec nous est un D'accord. vrai… Donc c'est un groupe marocain, hein. C'est un groupe marocain Exactement, c'est qui un a… groupe marocain qui est un distributeur de carburant en Afrique, qui s'appelle Africa, le groupe Africa. Ils ont créé un programme qui s'appelle 50 Sprints. Ok, Le programme consiste à accompagner des entrepreneurs marocains qui travaillent sur les problématiques de la mobilité. très bien. Ok. Et donc, ils vont les accompagner à la fois, c'est un peu de la, moi j'aime dire que c'est de la smart money. C'est-à-dire que c'est effectivement un investisseur, mais c'est un investisseur qui vous accompagne, donc qui vous offre une incubation dans l'incubateur HEC. Donc, on y est d'ailleurs. On est incubé à l'incubateur HEC à la station F et vous accompagne tout au long de votre développement et de votre croissance et participe à votre tour de table. D'accord. Très bien. Et donc, pour répondre à ta question, à quoi nous a permis cette première levée de fonds? Elle nous a permis d'aller nous déployer en province. Donc, Vélo a ouvert des hubs à Lyon, Bordeaux. Et cette semaine, on est en train d'ouvrir Lille. Et on a comme projet d'ouvrir Marseille en juillet. Donc, elle a permis notre déploiement dans les autres villes de France. Elle nous a aussi permis de développer notre nouveau modèle de vélo qui s'appelle le Snow. Okay. Avec des caractéristiques encore meilleures que la version précédente, et de venir aussi consolider les équipes opérationnelles, parce que comme on intègre également le service de maintenance et de réparation, il nous faut une équipe opérationnelle très solide. D'accord. Très bien. Donc, en fait, votre stratégie de développement, c'est d'ouvrir ville par ville, même si vos clients, c'est les restaurants. Vous ouvrez ville par ville pour optimiser la partie justement maintenance et service après-vente derrière, c'est ça? En fait, nous, on suit nos clients. On les suit. On sait qu'on étudie les villes, là où il y a le plus de livraison de repas à domicile, là où il y a le plus de livreurs, là où il y a le plus ce mode de vie en réalité. Enfin, parce que c'est une histoire aussi de commande, où est-ce que les gens se font plus livrer chez eux. Et puis, on suit un peu cette mouvance. On sait que Lyon, c'est un très gros potentiel et il n'y a pas d'offre. Et on a été souvent appelé à y aller. On attendait juste le moment opportun pour le faire. Et puis, on accompagne nos clients dans leurs ouvertures. On a accompagné Just Eat. Just Eat ouvrait à Lyon son service, donc on a ouvert à Lyon. Ensuite, ils ont ouvert à Bordeaux, donc on a ouvert à Bordeaux. Et donc, on saisit toutes les opportunités qui se présentent à nous comme ça. D'accord, très bien. Alors, ma question suivante, c'est par rapport à la… Et pour la levée de fonds, on est en cours de levée. Là, actuellement, on est dans notre seed. D'accord, donc vous faites votre site, vous êtes en train de… Là, actuellement, on est en train de le faire. Avec, est-ce qu'on peut avoir une exclusivité avec des investisseurs ici en France ou, alors, on a pour objectif de lever 3 millions. Nos premiers investisseurs qui nous ont fait confiance vont probablement continuer à nous faire confiance. Et puis, oui, on fait rentrer de nouveaux investisseurs potentiellement sur cette levée. D'accord, très bien. Sur la partie concurrence, votre modèle est assez unique, hein, finalement. Est-ce que vous avez un concurrent spécifique ou est-ce que la concurrence, finalement, c'est plusieurs acteurs et justement, c'est peut-être cette réticence des fois des livreurs à utiliser du vélo plutôt que du thermique? C'est quoi la concurrence réelle de Vélo? Ma première concurrence, c'est le scooter. Et je ne dirais pas le scooter thermique, mais le scooter électrique. Le scooter thermique sur le déclin. Est sur le déclin pour de nombreuses raisons. C'est que c'est un véhicule très coûteux. Et puis, on est dans une démarche un peu de smart city, où on va fermer des rues. Ils ne seront plus avec les vignettes aussi des voitures. Et on sait qu'à horizon 2000, je dis peut-être une bêtise, 2025-2026, les scooters thermiques ne seront plus permis en centre-ville. Et du coup, ce véhicule est en déclin. Mais ma première concurrence, c'est effectivement le scooter électrique.
Mais je reste convaincue quand même que le vélo est plus approprié pour cette activité, pour une question de performance et de rapidité, parce que le scooter électrique, jusqu'à présent, ne prend pas les pistes cyclables, ne prend pas les voies de bus, ne prend pas les rues dans le sens inverse. C'est des véhicules qui sont immatriculés, donc qui sont soumis à une assurance, qui sont soumis à des amendes, ce que le vélo électrique n'a pas. Et le vélo électrique, aujourd'hui, sa promesse, c'est que c'est 50% en moins de coût qu'un scooter qui soit thermique ou électrique. D'accord, très bien. Justement, tu l'as expliqué auparavant sur la partie vélo. Alors, le vélo électrique est beaucoup plus performant dans les grandes villes par rapport au scooter thermique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que je pense que c'est ça le plus gros peut-être frein pour vous, c'est justement l'idée que se font peut-être les livreurs de dire bah, je gagne du temps en utilisant mon scooter thermique et plus je gagne du temps, plus je fais plus de livraisons, plus je gagne de l'argent finalement. Est-ce que Oui. ce n'est pas ça vraiment le nerf de la guerre, cette éducation des livreurs pour leur faire comprendre que non seulement il y a la partie écologique, il y a la partie responsabilité écologique et éthique, mais il y a aussi, c'est rentable aussi, c'est économique et c'est rentable. Effectivement, c'est un vrai travail de pédagogie et de faire comprendre aux livreurs que le vélo, et c'est une réalité, est plus rapide que le scooter. Alors, je ne dis pas sur une même ligne droite. Si vous mettez un scooter sur une même ligne droite et un vélo, bien évidemment que le scooter sera plus rapide que le vélo. Encore et encore. Parce que demain, en tout cas en France, on va limiter les scooters à 30 km/h. Donc, même sur une ligne droite, ce ne sera plus une réalité, ce ne sera plus une vérité. Mais soit, supposons que la réglementation n'y est pas encore aujourd'hui et que le vélo et que le scooter n'est pas limité à 30 km/h. Effectivement, sur une ligne droite, le scooter sera plus rapide que le vélo. Mais la réalité, c'est que quand on livre, on ne livre pas sur une ligne droite. Quand on livre dans des ruelles, on livre dans une agglomération et on livre dans une agglomération bondée avec du trafic et des bouchons. Et aujourd'hui, le vélo a cette facilité d'aller plus vite et d'emprunter des infrastructures qui lui sont dédiées, ce que ne peut pas faire le scooter. Toutes les études montrent aujourd'hui qu'un vélo électrique, sa vitesse moyenne est de 18 km/h. La vitesse moyenne d'un scooter thermique est de 15 km/h. Donc déjà, on gagne quasiment, sur une heure, on gagne 4 minutes. Et est-ce que quand vous dites ça, une course. quand vous parlez aux livreurs et vous leur dites ça, quelle est la réaction qu'ils peuvent avoir? Alors, au début, c'était compliqué. Aujourd'hui, ça l'est moins parce qu'ils ont plein de camarades et de collègues qui ont aujourd'hui le vélo. Ils sont encore plus convaincus quand ils font des essais. C'est l'essai qui convertit celui qui n'est pas tout à fait convaincu, qui va vraiment le convaincre. C'est le fait d'essayer le vélo. Et puis, les auto-entrepreneurs, il ne faut pas oublier, c'est des chefs d'entreprise. Ça reste un chef d'entreprise, un auto-entrepreneur. Il va d'abord regarder sa bourse et ses finances. Un scooter thermique, c'est à peu près 20 € de carburant tous les 2 jours. C'est 60 € d'assurance tous les mois. C'est des PV parce que c'est la réalité et qu'il n'y a pas de place dédiée pour stationnement des PV et surtout pour faire de la livraison, on le laisse sur le trottoir, on part, on livre notre client, on redescend. Entre-temps, on s'est pris une prune. Et tout ça mis bout à bout, un scooter, ça coûte 200 € par mois à un auto-entrepreneur, à un livreur. Un vélo, ça coûte 100 € par mois, tout compris. Assurance vol-casse, maintenance, réparation, tout ce que vous voulez. Donc, c'est 200 versus 100. Donc, un bon gestionnaire, un bon chef d'entreprise, un bon auto-entrepreneur va vite se rendre compte qu'il a tout intérêt à prendre le vélo, qui est tout aussi performant, voire plus performant que le scooter, et moins coûteux qu'un scooter. D'accord. J'ai une question qui vient à l'esprit. Est-ce qu'on peut imaginer une législation à l'avenir qui dit que bah, les scooters thermiques sont très polluants, on les interdit pour la livraison? Parce que ça, si ça arrive, ça propulserait Vélo d'une manière spectaculaire. Alors, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ou… Alors, la première chose, c'est que le scooter thermique, il est interdit tout court pour faire de la livraison de repas à domicile. C'est-à-dire,
tous les livreurs qui sont sur un scooter thermique, sur un scooter, pour faire de la livraison, doivent avoir une licence de transporteur. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, j'imagine. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on prend le risque de livrer quand même avec des scooters, mais si jamais demain il arrive quelque chose, l'assurance ne vous couvre pas. Ah, ok. Là, aujourd'hui, c'est une réalité. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur toutes vos applis, quand vous commandez un repas à domicile, on vous met un dessin d'un vélo. On ne vous met pas un scooter. Le scooter, il est interdit si vous avez une licence de transporteur. Et rares sont ceux qui ont la licence de transporteur. Et est-ce qu'on va interdire les scooters thermiques? Bien sûr qu'on va interdire les scooters thermiques. On va bien interdire le diesel dans les villes, des voitures diesel. On va interdire le scooter thermique. Les zones à faible émission sont prévues en France à partir de 2025. Les premières villes seront Grenoble, Lyon et Paris. Paris va devenir une ville verte à horizon 2026-2030. Donc, les scooters thermiques vont être interdits en centre-ville. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui. Le Marais est bien un quartier qui est fermé le week-end. On ne peut pas y aller si on est à scooter. On ne peut pas livrer les clients dans le Marais. Si on n'est pas à vélo, on n'y arrive pas. Et oui, probablement que ça sera un coup d'accélérateur. En tout cas, on l'attend avec impatience. Très bien. Très, très bien. Alors, on va passer à la dernière partie. Tu as parlé tout à l'heure du Maroc. Est-ce qu'il y a des perspectives de développement au Maroc ou en Afrique dans un proche avenir ou à long terme? Ça nous tient extrêmement à cœur, vraiment. Déjà, on est 3 cofondateurs franco-marocains qui avons vécu longtemps au Maroc. Et ça me tient particulièrement à cœur de me dire que sur quoi on travaille depuis quelques années, on aimerait le partager avec le Maroc et les Marocains. L'autre sujet, c'est que le Maroc est très précurseur sur ces sujets de développement durable, d'énergie verte, et on sait que le time to market, on y est. Alors, on est peut-être un peu en avance par rapport au time to market, qu'aujourd'hui, probablement, les livreurs Glovo et Jumia auront du mal à quitter leur scooter pour monter sur un vélo. Mais il faut qu'ils testent. Si on a réussi à le faire en France, Paris, ce n'était pas du tout une ville cyclable. Est-ce qu'au Maroc, ça ne serait pas plutôt des business models un peu différents, des usages différents, peut-être dans le domaine touristique, peut-être Le champ des possibles avec le vélo, il est incroyable. Parce que effectivement, il y a eu même les taxis vélos à Rabat. Il y a des vélos en libre service à Marrakech. Je pense qu'il y a une vraie volonté de faire entrer le vélo dans nos habitudes. Dans l'usage quotidien. Exactement. Mais il faut du temps. Il y a quelques années, quand on disait qu'on allait interdire la cigarette électronique dans les lieux publics, tout le monde disait que c'était impossible, ça n'arrivera jamais. Ou les sacs en plastique aussi. Mais c'est arrivé et ça va arriver. Le vélo va devenir un outil de déplacement essentiel et incontournable. Et j'en suis convaincue et je l'espère fortement. Parce que ce soit pour de la livraison ou pour un autre usage, moi, quand je vois qu'on me livre un colis Amazon dans une camionnette de 20 mètres cubes alors que mon colis, il fait 30 centimètres cubes, je suis choquée, je suis surprise. Je me dis, on va mobiliser un énorme camion pour me livrer un petit colis dans une zone urbaine alors qu'on peut le faire à vélo. Ça va arriver. Le Maroc, ça va arriver. On espère qu'on ira bientôt. Donc, vous surveillez la situation, vous attendez l'opportunité de faire quelque chose. On est en discussion avec quelques acteurs. On essaye juste de trouver la bonne formule. Alors, peut-être que la bonne formule pour le Maroc, ce ne sera pas la location, peut-être que ce sera la vente. Il faut cibler aussi les villes. Peut-être que c'est plus pertinent dans une ville comme Casa ou Marrakech, peut-être moins pertinent dans des villes qui sont plus étendues, où les gens sont moins tassés. En tout cas, c'est quelque chose auquel on réfléchit et sur lequel on travaille. Très bien, très bien. Ma dernière question, est-ce que c'est difficile d'être femme et entrepreneur et quels conseils tu donnerais aux femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dans les startups? Alors, être entrepreneur, de base, c'est compliqué. C'est compliqué. Être entrepreneur, femme ou homme, c'est hyper compliqué. C'est parce que on est complètement engagé, investi dans notre projet, dans lequel on croit et on se donne tous les moyens pour que ce projet réussisse.
Et ça devient limite un projet de famille plutôt qu'un projet, on embarque tout le monde avec nous, les enfants, l'époux, la famille, tout le monde pense notre projet matin, midi et soir. Donc, entrepreneur, initialement, c'est très compliqué. Être une femme entrepreneur, c'est une difficulté encore au-dessus. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 associés qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné les clés un peu de Véli Vélo et j'en suis la CEO et c'est très rare. Et j'aimerais voir demain plus de femmes entrepreneurs et plus de chefs d'entreprise femmes. C'est regrettable de ne pas en voir autant, mais je pense que parce que c'est compliqué, parce qu'être une femme, c'est être aussi une épouse, c'est aussi être une maman et avoir la casquette d'entrepreneur. Du coup, c'est un peu beaucoup. C'est un milieu qui est très masculin, c'est compliqué de faire sa place, c'est compliqué de se faire entendre et c'est compliqué de prouver ses capacités et dire je suis là et c'est parce que je l'ai mérité et que je vais mériter ma place. Je pense qu'on est dans un bon move, on est dans un bon process et qu'aujourd'hui, l'accès à l'entrepreneuriat pour les femmes est plus facilité qu'il y a quelques années. Mais il faut s'accrocher, il faut avoir les reins solides, il faut croire en soi. Alors nous, on a une difficulté supplémentaire, c'est que la mobilité est une activité très masculine. Autant dire que quand les livreurs me voient débarquer pour leur parler de freins, de pneus, de vélo, ils me regardent avec des yeux en disant mais c'est qui celle-là qui nous parle de vélo. Donc j'ai 4 casquettes. J'ai entrepreneur, femme, métier du cycle, mobilité. On est dans du masculin et du vrai masculin. Mais tout est une question de motivation, de détermination. Je pense que quand on veut quelque chose, on l'a et il faut juste persévérer. Très bien. Écoute, Asma, c'était un plaisir de te recevoir. On apprend énormément de choses. Je te remercie beaucoup et j'espère le meilleur pour Véli Vélo dans les Merci prochains jours et les beaucoup. prochaines années. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. C'était très agréable de discuter avec toi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt.